Le but du jeu, en fait, c'est de produire de l'eau propre pour qu'elle soit facile à gérer au niveau du bassin versant Adour-Garonne. En fait, pas que Adour-Garonne, hein, ce sera dans toute la France que ces enjeux vont se préciser. Avec nos collègues canadiens, ils nous ont formés à l'agronomie. Ça a été les premiers qu'on a fait venir en France parce qu'ils étaient francophones comme nous, donc ça allait assez facilement. Après, ça a été les Anglais et les Brésiliens. Donc là, il fallait parler anglais et portugais, donc on se forme à l'international. Et ils nous ont envoyé un message simple, 80% de l'eau sort des parcelles agricoles. Donc si on veut l'épurer, il faut qu'elle soit épurée dans la parcelle. Et donc, il fallait s'attaquer au dossier agricole avant de vouloir contrôler tout ça par des ripisylves, des bandes enherbées, ou etc., qui n'étaient finalement que des pis-aller, puisqu'on allait jouer que sur 20% du résultat. Et donc, on aurait toujours quelque chose, une cote mal taillée, c'est-à-dire que le plus important de la masse d'eau n'aurait jamais été traité. Donc en fait, il ne s'agit pas de corriger, il s'agit d'attaquer les 80%, et ça c'est un vrai pavé. En fait, c'est un vrai projet agricole qu'il faut remettre debout. Donc on y est depuis une quinzaine d'années. Les pilotes que vous voyez, les agriculteurs, ils ont été incubés par les réseaux associatifs. Donc c'était la seule façon de bouger rapidement. C'est pour ça que vous les avez affichés dans le bandeau d'agro, parce qu'en fait ils sont volontaires pour se visualiser et faire monter les expériences. Dans le captage Grenelle de Charente, on va tous les faire émerger. On les a, il n'y a pas de souci. On a des projets pilotes qui bougent, donc en fait on pourra très facilement retravailler par diffusion. Alors ça, on a une chance d'avoir travaillé au niveau associatif. Et l'idée, c'était vraiment que les agriculteurs deviennent des producteurs d'eau. Donc on va mesurer et créer des références. Parce que ça, on n'a pas toutes les références, mais en gros, on sait qu'un système végétal est épurateur de l'eau. Donc rentrer du végétal sur les sols nus, c'est épurer de l'eau et produire de l'eau propre. Donc c'est le gros pari. On le voit très bien sur l'érosion et on le verra sur les nitrates et les pesticides. Donc on a déjà des prémices et des retours d'expérience et il s'agit de finir les mesures de façon correcte, ordonnée, avec les partenaires, les instituts, ceux qui sont chargés en fait de la qualité de l'eau, pour que ces débats sortent en fait de leur petite boîte intimiste associative dans laquelle ils étaient. Voilà. Donc on passe à une autre phase, celle de produire de l'eau. Donc le dossier, il est né où? Il est né aux États-Unis avec la première grande catastrophe agricole industrielle faite dans le Middle West. C'est-à-dire ce qui s'est passé, les colons européens ont amené leurs techniques de travail du sol, ils ont chassé les Indiens qu'ils ont exterminés, ils ont chassé les bisons qu'ils ont exterminés, et ils ont labouré la plaine pour semer du blé. Et au bout de 20 ans de ce régime de travail du sol, s'est produit la première grande catastrophe, une boule d'érosion éolienne, une boule de poussière qui a duré 5-6 ans, et qui s'est reproduit pendant 30 ans quasi par un phénomène un petit peu moins violent. Et cette dégradation des sols par érosion éolienne, le constat a été fait de façon très simple, c'est la mise à nu des sols qui est responsable de la catastrophe. Donc plus qu'un seul objectif, couvrir les sols. Et tant que je les ai travaillés, je n'y suis pas arrivé. Donc l'outil qui a permis de tout débloquer, ça a été la mise au point des désherbants modernes juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'atrazine en 1954, c'est les hormones en 1944, le diquat et paraquat, qui était un produit très toxique, qui est en fait l'agent orange. Et donc ces produits-là, ils nous ont permis de tuer une plante et de semer directement dedans. Donc vous avez le premier semoir de semer direct, 1950 aux États-Unis, du bricolage d'agriculteurs, couvrir les sols pour les préserver. Et petit à petit, les Brésiliens y ont mis leurs pattes, et puis on a eu un système de couverture permanente des sols, géré avec des technologies modernes, un semoir et de la chimie. Voilà comment tout est né. Et petit à petit, en fait, l'évolution des techniques nous a donné aujourd'hui ce que font les agriculteurs en France, c'est-à-dire on s'est semé du maïs dans de la févrole vivante, comme vous l'avez vu ce matin. Donc ça, c'est encore accompagné des herbants, et on a commencé les premières expériences avec, y compris des agriculteurs biologiques, où il y a des règles qui apparaissent dans la gestion du végétal. Demain, on saura désherber avec une plante. Voilà. Alors, c'est encore confus, parce que c'est très loin des préoccupations, mais en fait, tout ça, ça a été incubé. Il y a 80 ans quasi de R&D là-dessus. Donc, on ne sort pas de rien. Donc ça fait ses preuves. On sait qu'au Brésil, ça protège la qualité de l'eau. Alors, il y a encore des pesticides, parce que les agriculteurs en mettent trop, c'est mal utilisé. Il faut améliorer la pratique de gestion et petit à petit, trouver toutes les nouvelles techniques de gestion du végétal qui vont accompagner ces techniques-là. Donc il y a un pari agricole complètement phénoménal. La grande nouvelle, c'est que la totalité du monde s'est mis au travail là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'agroécologie.
Alors c'est un petit peu fourre-tout, mais c'est une agriculture qui travaille avec l'écosystème. Lorsqu'on a, dans le monde entier, tous les agronomes font le tour de la planète et constatent ça. J'ai un écosystème qui couvre le sol, la prairie ou la forêt, et dès que je mets un outil, je réalise une vraie catastrophe. Ce sont les outils qui coupent les arbres. Okay, ce sont les outils qui dessouchent, le bulldozer. Ce sont les outils qui mettent la terre à nu pour poser une graine, les charrues. Ce sont encore les outils que j'ai besoin pour faire pousser la graine quand j'ai tout enlevé, qui sont les intrants. Okay, et donc, au fur et à mesure, en fait, vous détruisez l'écosystème avec les outils, vous perdez la biodiversité, ensuite vous perdez la fertilité organo-biologique du sol puisque vous avez détruit la biodiversité. Et puis cette perte de fertilité organique du sol vous fait perdre la matière organique, le sol se compacte, il va s'imperméabiliser, vous aurez de l'érosion, du ruissellement, vous aurez des problèmes de sécheresse parce que l'eau ne pénètre plus dans le sol et n'y est plus conservée, vous êtes obligé d'irriguer, vous avez des pertes de rendement, et puis vous avez perdu l'eau et vous avez le désert. On est exactement dans ces spirales-là, et puis c'est comme ça qu'on crée le désert. Donc le seul moyen de revenir du bas avec de la désertification, c'est de couvrir le sol et il faut retourner en haut. Et donc ça vous oblige à enlever le premier élément perturbateur qui est le travail du sol. Alors c'est un vrai pavé, parce que culturellement, je suis un laboureur. C'est un vrai pavé. Donc le travail va être long, c'est pour ça qu'on a décidé en fait dans le programme agro d'unir nos compétences sur la gestion globale des écosystèmes entre techniciens de rivière, chasseurs, agronomes, techniciens de semences, etc., techniciens de culture pour conduire de façon transversale une progression de cette thématique. Donc on sait que notre bon modèle, c'est celui-là, la nature. Je vais copier la nature, elle fait une boucle de durabilité, produire de la biomasse qui est utilisable en partie et dont une autre partie est toujours recyclée sur un sol vivant, c'est-à-dire c'est l'activité biologique du sol qui est l'entité de recyclage. Le pari est très simple, plus mon sol sera en bon état, plus il recyclera, moins il y aura de pollution. Ça paraît simple, maintenant il faut le faire. Voilà, il faut construire ce sol vivant. Alors ça ressemble à ça, c'est une vraie maison où en permanence des individus, des êtres biologiques doivent manger. Premier travail, mon sol a-t-il assez à manger? Ben, la réponse est non, puisque en fait je regarde, le sol est couvert ou pas, est-ce qu'il y a une plante qui pousse ou non, est-ce qu'il y a de la paille ou non, est-ce qu'il y a des résidus ou pas. En fait, ça se voit, c'est une agriculture qui se voit, et parce que ça se voit, ce sera facile à faire. Un sol est nu, c'est une erreur. Voilà, il n'y aura même pas besoin de discuter, c'est mal fait. Comment on fait bien? Voilà la vraie question, et donc on fait bien en couvrant les sols et en nourrissant l'activité biologique. Et parce que c'est une agriculture qui va se voir, c'est une agriculture qui progressera facilement. Il en sera de même pour l'érosion. L'érosion, elle se voit. Il y a de l'érosion ou il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. Il y a de l'érosion, c'est mal fait. Mauvaise pratique agricole. Où sont les bonnes qui ne provoquent pas l'érosion? Donc on avait écrit pour les agriculteurs une équation de la fertilité du sol. C'est relativement simple. Plus je nourris des individus qui habitent dans une maison en bon état, plus cette maison me stockera de l'eau et par la minéralisation, en fait, produira des éléments NPK. En gros, plus je retourne de la paille et des résidus, plus j'aurai d'éléments fertilisants qui me permettront de reproduire une plante. Et donc, plus j'améliore mon cercle vertueux, plus je nourris le sol, plus il produit. Ça m'intéresse en tant que paysan, parce que je devrais pouvoir utiliser une partie de la production. C'est ce qu'on a mis dans le projet Transition énergétique. En fait, on pourrait produire 2 cultures par an, mais grâce à une gestion correcte de l'eau et à l'irrigation, par exemple. Donc, les questions étaient simples. Pourquoi couvrir le sol? Mais vous retrouverez ça sur le site internet d'Agro. C'est un sol nu, mais ce serait peut-être comme un homme nu. Trop chaud, je suis en difficulté. Trop froid, je suis en difficulté. Trop d'eau, je suis en difficulté. Donc, quelque part, qu'est-ce que je peux faire si je suis malade? Si j'ai trop chaud, je vais avoir de la fièvre. Je ne vais pas être très opérationnel. S'il fait trop froid, je vais mourir de froid, je ne vais pas être très opérationnel non plus, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'était de récupérer la protection des sols, la couverture des sols, par la mise en place du végétal. Et c'est les végétaux qui construisent la terre fertile, à leur seul profit, quelque part, pour proliférer sur terre. Donc on va remettre ça d'aplomb et on va essayer de faire en sorte que les sols se couvrent de plus en plus et que la gestion de la couverture soit améliorée. Alors on sait les résultats des sols nus, alors on vous a fait une petite liste, mais en gros c'est je crains le climat,
je suis responsable de la dégradation des sols et de l'eau, j'appauvris la fertilité, les rotations, la biodiversité, j'augmente les coûts de production, les risques environnementaux, le travail et les gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment pas... Voilà. Et puis j'ai des soucis pour respecter une réglementation nitrate, par exemple. Voilà. Eh ben, il est à peu près sûr que si je continue à aborder mon système agricole comme ça, j'y arriverai jamais. Alors on se dit, on va peut-être changer de manœuvre et on va proposer ça. Je couvre les sols, mot d'ordre général, peu importe comment dans un premier temps, mais en fait de préférence, malgré tout, avec des techniques et des pratiques qui me rapportent de l'argent. Et puis j'apprends à semer un couvert végétal et puis là-dedans, je pourrais, une plante qui pousse sur le sol, elle pourrait infiltrer de l'eau. Et puis s'il y a beaucoup d'activités biologiques, ça pourrait recycler et épurer. Voilà. Et puis j'aurai de la biodiversité, de la bonne structure, de la séquestration de carbone. Et puis je pourrais mieux gérer l'eau puisqu'elle va être dans la réserve utile. Je pourrais peut-être recycler de l'azote. C'est ce qu'on commence à faire avec nos févroles et nos légumineuses. Je recycle de l'azote. On ne vous l'a pas dit, mais ce matin dans le champ, 7 tonnes de févroles, c'est au bas mot, 4 x 7, 28, 280 unités d'azote produites dans un végétal. La moitié restituable au maïs. Alors on ne sait pas quand ça va fuir nos affaires, vous voyez? Donc il va falloir mesurer un petit peu pour contrôler nos machines végétales. Mais il y a une vraie puissance de production là-dessus. Donc on peut gérer des intrants. Et puis finalement, je pourrais avoir de l'eau, de l'énergie et de l'azote, je pourrais avoir une augmentation de production et de revenus, et du coup, mathématiquement, sans rien faire, respecter des réglementations. Ce sera uniquement des approches gestionnaires de la couverture des sols qui vont être mises en place. Et au final, il faudra un petit peu mesurer et vérifier, mais la réglementation serait très facile à respecter dans ce cadre-là. Donc voilà, on fait ce pari-là, et au final, on a déjà pas mal de choses qui sortent, des études qui ont été faites par l'ENSAT, à l'INRA ou dans le projet BioBio, et on s'est rendu compte que systématiquement, quand on allait laisser la couverture des sols se mettre en place, on avait des gains. On a des gains sur, on va dire, la biodiversité. C'est très simple. Je n'ai plus besoin de mesurer la biodiversité. Elle est là automatiquement à partir du moment où j'ai un gîte et un couvert. Une plante en bon état, c'est à manger, et une maison, un habitat que je ne détruis pas. Et si je respecte ces deux conditions de base, avec ce simple indicateur-là, la couverture du sol et le non-travail, je fais toute la biodiversité sur Terre. Donc maintenant, il faudra améliorer la gestion de ce système-là. Donc on se rend compte qu'on va pouvoir stocker du carbone dans les sols. On sait que plus j'ai d'activité biologique, plus les molécules sont biodégradables, pas toutes, voilà. Donc on a besoin de trier. Et puis on a besoin de voir qu'est-ce qui est intéressant de faire, est-ce qu'il y a des substitutions possibles. Et on sait déjà, ce sera présenté cet automne, enfin au mois de décembre, il y a un grand colloque sur le désherbage qui s'appelle le Columa à Dijon. On y présentera toutes les avancées. Il y a 15 techniques de désherbage biologique qui seront présentées dans ces systèmes sur les végétaux. Et on sait que les meilleurs agriculteurs qui travaillent sur ces couvertures de sol, ils sont aussi les champions d'éco-phyto actuellement. Alors c'est un vrai pavé dans la mare, mais on va les faire sortir du réseau et les faire témoigner, présenter au Columa, qui est le dossier du désherbage. Donc là, c'est complètement inattendu, mais ça intéresse tout le monde, mes copains en agriculture biologique et mes copains en agriculture conventionnelle. Donc par contre, tout le monde tousse un peu, mais c'est pas grave, c'est inéluctable, on ne peut pas continuer à polluer en fait. Et puis finalement, on avait le problème de la gestion de l'eau. Et puis la gestion de l'eau, on va la faire très simplement. L'agriculteur, il est là, il a plein de questions. Il ne sait rien faire, il a des petites idées, mais il doit tout résoudre à la fois. Ça, c'est un vrai pavé. Et donc l'idée, c'était de lui permettre de poser des questions. Et on se rend compte que la question sera résolue par quelque chose de très simple. C'est la gestion du sol et de l'eau dans le sol qui va nous résoudre le problème de l'irrigation. Alors ça marche comment? Très simplement comme ça. Un sol qui est biologiquement en bon état, il fait une structure, une motte, un agrégat stable. Cet agrégat, c'est à moitié plein de vide. Une partie, c'est du minéral et de la matière organique qui le structure et qui le colle. L'autre moitié du volume, c'est du vide. La moitié du vide sert à drainer de l'eau et l'autre moitié sert à garder de l'eau. Donc, et on sait que ces structures biologiques, en fait, ces structures de sol, elles sont uniquement produites par l'activité biologique du sol. Si je veux augmenter la réserve utile de mon sol, je dois à tout prix développer l'activité biologique de mon sol. Donc avoir un sol où le gîte et l'habitat, le gîte et le couvert et la nutrition soient réalisés.
Si ça, ce n'est pas fait, pas d'augmentation de la réserve utile. Et on sait que les sols qui augmentent leur réserve utile, eh bien, par les processus biologiques, vont pouvoir récupérer l'eau, la stocker et la redistribuer au système végétal. Et quand on travaille ça avec les agriculteurs, après une dizaine d'années, un petit peu de... Allez, on s'est fait la main, je dirais. Mais aujourd'hui, on voit que les agriculteurs, en fait, ils peuvent économiser un tiers d'eau très facilement et on travaille sur des économies à moitié. C'est-à-dire qu'avec le même quota d'eau, je multiplie par 2 la surface irriguée. Et le jour où il y avait un gros couac, imaginez une grosse sécheresse comme 2003, par exemple, eh bien, ces agriculteurs-là, si je leur dis, eh bien, vous pouvez irriguer qu'avec la moitié du quota d'eau, parce qu'il faut de l'eau pour autre chose, pour la société notamment, eh bien, on ne serait même pas embêté puisqu'on arriverait à gérer au moins la moitié de la surface irriguée par rapport à ce qu'on a pris, donc on rediviserait par 2, et avec les techniques, je dirais, d'irrigation, on se débrouillerait pour envoyer de l'eau un petit peu partout pour quand même faire pas mal. Donc, on n'est absolument pas embêté dans le débat, et c'est une des demandes très fortes de l'Agence de l'eau. Proposez-nous des solutions pour la gestion de l'irrigation. Ce n'est pas mettre de plus en plus de réserves et de plus en plus d'eau. Non, c'est d'abord mieux gérer l'eau qu'on a. Et puis on sait que la matière organique sera le verrou de tout le système, c'est-à-dire plus vous aurez de matière organique dans le sol, mieux ça ira, sauf qu'il faudra plus l'oxyder et la perdre. Et on sait que le travail du sol est responsable de la perte de la matière organique du sol. Voilà, donc il va falloir arrêter de travailler les sols. Alors, ça va être dur, mais... on pense qu'avec le système végétal, on va y arriver. Donc on faisait le pari très simple. Au fur et à mesure que vont augmenter les taux de matière organique des sols, on pourra baisser les quantités d'eau à irriguer par culture. Et donc si j'ai un quota d'eau déterminé, je pourrais peut-être irriguer 2 à 3 fois plus. Donc ce pari-là, on aimerait que la recherche nous le retravaille. C'est-à-dire comment ces observations d'agriculteurs deviennent un vrai programme de recherche. C'est-à-dire, on aimerait que la recherche nous dise si oui ou non la microporosité biologique va améliorer la réserve utile d'un sol. Qu'est-ce que c'est une réserve utile quand on a une gestion microbiologique des sols, quand on a des sols vivants, etc. Parce qu'en fait, nos références, ce sont des sols qui sont des tas de sable, des sols artificiels. Donc voilà les questions qu'on se pose. Donc on sait que couvrir et nourrir, c'est important, mais c'est couvrir pour nourrir. Et si je n'ai pas de couverture de sol, je n'ai pas de nutrition. Et donc on voit que l'agriculture qui se présente, ça pourrait être ça. Donc là on a des haies encore historiques dans les systèmes. On sait que ça, on a identifié ça en double culture. Donc actuellement on peut faire un couvert végétal et une culture de rente sur la même parcelle. Ça se gère avec un petit peu d'irrigation. On a énormément de gains. La matière organique, on a du stockage de carbone dans le sol. Ça ne produit que très peu de protoxyde d'azote, puisqu'en fait c'est la légumineuse qui est un moteur d'azote là-dedans. Et au final, on maîtrise de l'énergie, on maîtrise des intrants et on a de la qualité de l'eau, puisque là, il n'y a plus de risque d'érosion. Donc on fait des trucs qui sont intéressants. Et quand vous rajoutez les arbres, vous avez une couche supplémentaire dans la couverture qui va en faire vraiment toute la qualité. C'est-à-dire on va permettre une photosynthèse supplémentaire que je ne peux pas prendre sur quelque chose qui est horizontal. Par contre, si je donne du volume et de la hauteur, j'ai une photosynthèse supplémentaire, du carbone supplémentaire qui est redistribué, notamment avec les racines et les feuilles mortes, et des habitats pour la biodiversité qui vont améliorer toutes les approches, on va dire, de lutte biologique intégrée dans les parcelles. Et donc, on voit bien que ça se précise. Les agriculteurs, ça y est, les pionniers sont, je pense, dans le Gers, puisqu'on a travaillé ça depuis 4 ans, et on va voir arriver de véritables Rolls-Royce dans les prochaines années. Parce que, justement, elles sont incubées, les techniciens sont là, et quand on va travailler ensemble, ça ira d'autant plus vite. Et le vrai pari, c'est de transformer ça en quelque chose qui produit 2 fois, qui produit de l'agriculture alimentaire, de l'énergie, mais qui produise peut-être 3 fois, c'est-à-dire de l'environnement. Et le premier pari, c'est de produire de l'eau propre là-dedans. Mais ça nous paraît tellement évident, couvrez les sols, et les problèmes d'eau seront quasi résolus. C'est tellement évident. Qu'il n'y a même pas besoin d'en faire un discours. La société devrait reprendre ça au bon et nous dire banco, foncez, allez, on couvre, et apprenons à gérer. Voilà le vrai débat. Bon, je vous remercie, mais ça va être l'objet du débat.